Yeah Cric, votre boutique en ligne carretropical.fr remet ça et organise le deuxième festival du jeu et des cultures en Guadeloupe. Venez jouer et découvrir les nouveaux jeux de société afro, créole et caribéens. Inscrivez-vous dès maintenant sur carretropical.fr pour vivre cet événement ce samedi 30 avril à la brasserie L'Écouse. Au programme, les jeux Ticosé, Conficulture, Font l'Esprit Coco et bien d'autres. Un espace dédié pour les 6-12 ans, défilé de mode by Miss Z et DJ Sixaf au platine pour l'animation musicale. Pour en savoir plus, rendez-vous dès maintenant dans la rubrique événements de votre boutique carretropical.fr. Hexagone, actualité. Comme vous le savez probablement, cette année, la lecture est déclarée comme grande cause nationale. Pour dynamiser la démarche, le syndicat de l'édition et les éditeurs ont créé un tout nouveau salon. Ça s'appelle le Festival du Livre de Paris, du 22 au 24 avril. Ça se passe au Grand Palais éphémère, dans le 7e arrondissement de Paris, sur la place Joffre précisément. Nous y sommes aujourd'hui. Vous venez avec nous ? Aimé Charles Nicolas, vous publiez un nouvel ouvrage qui pose une question fondamentale qui semble être de plus en plus prégnante dans nos populations ultramarines. Quelle est-elle ? L'esclavage, quel impact sur la psychologie des populations ? Quel impact aujourd'hui ? Oui, parce que ça fait quelques temps, peut-être quelques mois, vous me corrigerez, que l'on se rend compte, après des études profondes et sérieuses, qu'il y aurait une transmission, qu'il y aurait un héritage pour les nouvelles générations de cette période difficile. Oui, alors c'est une question qui est assez simple. Il y a une transmission épigénétique, donc sur l'ADN, des traumatismes psychologiques à travers les générations. Donc cette transmission transgénérationnelle est réversible. Donc ça n'est pas une transmission définitive, elle est réversible. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais quand on constate les problèmes qu'il peut y avoir aujourd'hui, tant sur le plan politique qu'identitaire dans les Outre-mer, comment on peut s'articuler cette correction, si j'ose dire ? En fait, il y a deux manières de corriger. Il y a une manière individuelle, personnelle, et puis il y a une manière collective. Et donc, pour ce qui concerne le travail individuel qu'on a à faire sur soi, eh bien, il faut s'informer, c'est-à-dire acheter l'ouvrage. Non, il faut en effet s'informer. Je veux dire, il est clair que si on n'est pas informé, on peut faire beaucoup de bêtises, d'une part. Et d'autre part, il y a un travail collectif à faire pour partager, pour en même temps ressentir l'émotion d'être ensemble et une certaine force que l'on obtient par ce sentiment d'appartenance. Et donc, en effet, on a absolument besoin de manifestations collectives. Mais il y a bien sûr un travail individuel à continuer. François-Xavier Guilherme, vous êtes soit un champion de la communication ou soit très cohérent, parce que votre roman s'appelle La Veste Jaune et je vois que vous en portez une aujourd'hui. Est-ce que Silver, votre héros, c'est un petit peu François-Xavier ? C'est mon alter ego antillais. Évidemment, je ne suis pas antillais, mais ça fait 25 ans que je travaille avec les Antilles, aux Antilles, pour les Antilles. Et quand j'ai voulu écrire un livre sur les Antilles, je ne pouvais pas être un métro. Donc j'ai pris le prénom d'un collègue de France Antilles qui est décédé, c'est un hommage, et je me suis servi de son image de Rouletabille pour me glisser dans la peau d'un Guadeloupéen que je suis un petit peu par adoption, pour raconter ce que j'ai compris des Antilles. 25 ans de journalisme, on ne peut pas toujours tout écrire. Alors dans ce bouquin, j'ai dit, c'est un roman, donc je me suis permis de tout écrire sur tout ce que je savais que j'avais entendu et qui n'est pas forcément politiquement correct, qui est même carrément subversif, mais qui est surtout fait avec beaucoup d'humour. Je parlais de héros, mais c'est plus un personnage central, un personnage principal, parce qu'il ne lui arrive pas que des choses positives. Alors racontez-nous un petit peu son parcours. En fait, Silver, c'est le héros parce que c'est lui qui a la veste jaune, et c'est ça. Enfin, la veste jaune, c'est le prétexte. Cette veste qu'il va acheter pour mettre fin au deuil de son père, qui était un compagnon de lutte du sous-couignant de fer, celui qui est le père de l'ARC et du JLA. Et il va, à l'occasion de la mort de son père, il va acheter cette veste et puis il va revenir aux Antilles. Il va retrouver son copain d'enfance Ronald, qui est un nationaliste moderne 2.0, et le vieil avocat Daniel Leroc. Et en racontant l'histoire de Ronald et de Daniel Leroc, on va passer en revue toute l'histoire des Antilles,
Et c'est là qu'on va en profiter pour révéler des vérités tues, des vérités cachées, des secrets d'État. Et parce que finalement, tout le monde sait ce qui s'est passé, mais personne ne veut le dire. Oui, alors Silver, vous parlez du rock, il y a énormément de références à des personnages existants, à des personnages politiques qui ont pris part à des histoires un peu secrètes peut-être. C'est une forme de journalisme en plus grand. Ouais, c'est du journalisme codé. Si je vous dis Alain-Marie Fred, vous saurez qui c'est. Ou bon, Mammichaud, c'est facile. Mais vous pouvez, il y a un jeu avec tous les noms que je sors. Je ne vous dirai pas le nom du préfet de Martinique, mais il va faire rire tout le monde. En fait, ce qui se passe, c'est que cette histoire, elle a été rattrapée par la réalité. C'est-à-dire qu'au début, les trois copains, là, ils vont dire à Silver, toi qui es de l'autre bord, là, va faire un tour en Corse. Et dis-nous comment ils font les Corses et les Nations avec l'État français. Donc ça va être la grande mission de Silver qui va aller rencontrer les nationalistes. Alors c'est épique la rencontre entre l'Antillais et le Corse. Vous n'êtes pas tellement noir pour un Antillais, vous êtes un arabe catholique. Oui, il y a énormément de thèmes comme ça qui sont évoqués. Alors on sent que vous êtes amusé vraiment à remettre des noms que vous avez tordus parfois, que vous avez transformés, inversés. Vous vous êtes lâché, mais on sent quand même qu'il y a peut-être un peu de règlement de compte, ou alors je me suis complètement trompé. Non, le seul règlement de compte, c'est l'un de mes personnages qui le dit en parlant au CRS et au préfet. Nous avons un compte ancestral à régler. Et c'est là qu'il dit, et on ira jusqu'au bout. Et là, il dit, mais ça veut dire quoi aller jusqu'au bout? Là, il panne, il sec. Même mouillé, il sec. Ça, tout le monde sait de qui je parle. Mais bien sûr que je profite du rire pour dire des vérités. Parce que finalement, demander à un métropolitain ce qu'il pense des Antilles, il va toujours vous dire soit c'est les plages, soit il nous gonfle avec l'esclavage. Mais non, mais c'est justement, je tords le cou à ça. Je tords le cou à ça parce que si on refuse de considérer ce que sont les Antilles pour ce qu'elles sont, on ne comprend rien. Et on continuera de les considérer pour des plages. Et non, les Antilles, ce n'est pas la plage de l'Europe, ce n'est pas le soleil de la France. C'est bien plus riche que ça. Suzanne Dracius, c'est toujours un immense plaisir de vous rencontrer dans un salon du livre, puisque c'est l'essentiel de votre activité, c'est d'écrire. La dernière fois qu'on vous a rencontré, vous parliez de la faute de Napoléon, vous parliez aussi de Toussaint l'Ouverture, et c'était un vrai plaisir. Aujourd'hui, ici, au Festival du Livre de Paris, qu'est-ce que vous êtes venu nous apporter de nouveau ? Eh bien, en fait, je suis venue apporter un ouvrage collectif qui s'intitule 20 ans après le 11 septembre, donc qui est sorti justement en septembre dernier, et qui est un ouvrage collectif que j'ai dirigé, où il y a donc bien sûr de mes textes, mais dont l'originalité est d'avoir aussi des textes, alors bilingues, c'est bilingue, en anglais et en français, de différentes personnes, différents auteurs. Est-ce qu'il y a un regard particulier des ultramarins, des Haïtiens d'origine qui vivent au Canada sur cet événement-là? Est-ce qu'ils l'ont vaincu de manière singulière peut-être? Ce que l'on retrouve dans cet ouvrage, ou alors est-ce que c'est simplement des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer autre part? Mais chacune, effectivement, a vécu la destruction des tours jumelles de façon singulière. Et je ne vais pas dévoiler, mais avec parfois des surprises, puisque chacun le voit aussi, de son point de vue. Alors, ceux qui sont plutôt romanciers, ceux qui aiment la fiction, ont vécu ça avec des images projetées pour eux. Ceux qui sont plutôt des universitaires, des philosophes, des gens habitués à l'analyse politique, ont décortiqué non seulement le fait, mais surtout, c'est là que c'est particulièrement intéressant, tout ce que l'on peut en tirer comme éclaircissement et comme enseignement aujourd'hui, 20 ans après, parce que c'est là l'originalité de ce livre. Il y a eu beaucoup de livres autour de ces événements. Mais le 11 septembre, avec un S majuscule, c'est pour ça qu'on l'a mis dans le titre, nous, on a vraiment là fait un travail sur 20 ans après le 11 septembre, puisque c'est une date historique, mais qui a changé tellement de choses dans le monde. Donc, et forcément, quand on est un ultramarin, on a une perception qui va être axée vers la relation que nous avons nous-mêmes au sein de ce monde, de cette mondialisation, de ces soubresauts majeurs du monde. Jean-Benoît Denel, vous êtes éditeur. C'est une opportunité pour vous d'être ici sur ce premier Festival du Livre de Paris.
C'est vrai que avant le Covid, on y était chaque année à la porte de Versailles. La volonté du syndicat de l'édition, c'était de changer la formule, que ça sera plus une grande librairie qu'un salon d'éditeurs. Donc sur cette nouvelle formule qui est dans Paris Intramuros, on a tenu absolument à y aller, puisqu'il faut dire qu'il y a 6 mois ou 7 mois, on était dans le même principe de salon d'échange avec des rencontres à la porte de la Villette. On peut comprendre symboliquement que vous soyez invité par le stand Afrique. Ça représente quelque chose pour nous historiquement. Mais on peut quand même déplorer également qu'il n'y ait pas un stand ultramarin. Pourquoi? Comment? Alors c'est vrai que c'est une problématique qui a fait couler beaucoup d'encre, qu'il y a eu des rapports sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas d'où vient le problème. Alors nous, on a tout fait pour y aller, parce que ma solution c'est la suivante, c'est-à-dire que si je veux vendre mes livres au-delà des frontières de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, c'est d'aller ailleurs et de mettre les moyens pour y aller, parce que sinon on devient invisible. Donc à partir du moment où on sait qu'on va rentabiliser à moitié ou à 40% sa présence, il est nécessaire d'y être, puisque après, c'est comme ça qu'on est connu chez des libraires et aussi des lecteurs, et aussi des distributeurs et des organisateurs d'événements. Là, je suis au Grand Palais éphémère, mais juste avant, on a fait une rencontre dans le cadre du centenaire, non pas du centenaire, mais l'anniversaire de la mort de Césaire. C'était à la Homerie Martiniquaise à Saint-Germain-des-Prés. Et on est en train de se batailler pour que nos auteurs soient sous des salons pendant le mois de mai, donc Salon du Livre de Vannes et la Comédie du Livre à Montpellier. Et tout ça, je ne peux pas faire ça à distance, je peux faire ça ici à Paris, parce que une fois arrivé à Paris, tous les nœuds cordiens se défont en 2-3 minutes en rencontrant les organisateurs, les prescripteurs, voilà. On a beaucoup parlé de la mort du livre physique et le livre papier. On se rend bien compte que ce n'est pas encore pour tout de suite. Non, vous le verrez, il existe un marché du livre papier qui est important, tant en grand format qu'en livre de poche. Et l'espèce de lubie qui pense à penser qu'il faut passer au numérique à tout prix, pour moi, c'est pas la solution, parce que toute rencontre avec un livre se fait toujours de façon accidentelle, et la façon accidentelle de rencontrer un livre, c'est le livre papier. Voilà, parce que vous le décrochez dans une bibliothèque, vous le faites une rencontre dans une librairie, et le numérique, pour moi, c'est une autre solution, un autre support sur d'autres livres, ou plutôt des essais en sciences humaines ou en sociologie, pour lequel des étudiants, des gens qui font des masters, des universitaires ont besoin de faire un travail sur leur essai, leur thèse qu'ils sont en train de préparer. On a bien conscience de la symbolique d'inviter les Outre-mer sur le pavillon africain, mais alors comment cela s'est-il joué? Ça s'est joué parce que la dernière fois qu'on était présent ici, à l'époque ça s'appelait le Salon du Livre de Paris, on avait appelé notre stand Pavillon des Lettres d'Afrique et Caraïbes. Et donc à ce moment-là, on avait associé les Caraïbes. Puis après, il y a eu le Covid qui est arrivé, donc on n'était plus venu ici. Et cette année, ça nous a semblé totalement naturel d'associer la Caraïbe, puisque c'était déjà des partenaires avec nous il y a 3 ans. C'est une démarche très honorable. On vous remercie. D'ores et déjà, tout l'Outre-mer vous remercie pour ce geste. Est-ce qu'il va se pérenniser? Est-ce que, de manière générale, dans les salons, on trouvera sur le pavillon africain quelque chose qui englobe la diaspora? Exactement. D'ailleurs, on a commencé cette année, comme vous le dites, on a eu la Caraïbe, mais on a également eu des auteurs de la diaspora, quand même pas mal. Et encore une fois, le but de ce pavillon, quand on dit le pavillon africain, on a les Africains, bien sûr, qui sont du continent, mais on en a quand même énormément ici de la diaspora, à commencer par le prix Goncourt, qui est quand même un Sénégalais de la diaspora. Donc on ne peut pas imaginer faire cette plateforme sans associer la diaspora. C'est totalement naturel. Les liens ne sont pas que sur un salon, que sur un stand. Est-ce qu'il y a des coopérations, si j'ose dire, des écritures communes? Alors, coopération, c'est un début de coopération, voilà. Alors maintenant, ce qu'il faut peut-être faire, c'est se rapprocher de la Caraïbe pour essayer de voir par rapport aux événements qu'ils organisent, comment nous, on peut s'y associer. En tout cas, du côté africain, moi, de mon côté, en tous les cas, quand je les associe, maintenant, échanger avec eux pour pouvoir être invité et commencer à renforcer ce début de coopération qui a été mis en place.
Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer